comment pouvons-nous prévoir les futurs tsunamis? Le tremblement de terre de l'océan Indien et le tsunami qui s'en est suivi faisaient encore la une des journaux des mois après décembre 2004. Mais ce n'était pas la première fois qu'une catastrophe naturelle ayant frappé l'Indonésie faisait les gros titres. Plus d'un siècle auparavant, un tsunami avait déjà endeuillé la région. Mais celui-là n'était pas le fruit d'un tremblement de terre. En 1883, le volcan Krakatoa entre en éruption, provoquant le son le plus assourdissant jamais entendu par des êtres humains. Il aurait été entendu jusqu'à près de 5000 km de distance, comme si une explosion survenue en Finlande était entendue au Portugal. L'explosion donne naissance à des vagues de 40 mètres qui tuent 36 000 personnes en atteignant les côtes avoisinantes. Un volcan comme le Krakatoa peut causer un tsunami de différentes manières. Quand un volcan entre en éruption, l'explosion envoie une onde de choc. Dans la mer, ça donne un tsunami. Et il faut aussi compter avec les projections émises par le volcan et les éboulements. S'ils terminent leur course dans l'océan, ils peuvent déplacer suffisamment d'eau pour causer un tsunami. En juillet 1998, des milliers de personnes ont trouvé la mort à cause d'un phénomène totalement différent. À proximité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie, un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter secoue le fond de la mer. Quelques minutes plus tard, des vagues de plus de 9 mètres de haut viennent s'écraser sur la côte nord. 2000 personnes qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir trouvent la mort. Depuis, les scientifiques ont établi que ce tsunami n'a pas été provoqué par le tremblement de terre en tant que tel, mais par un glissement de terrain survenu sous la mer. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un séisme de puissance dite modérée a fait trembler le fond de la mer. Il a entraîné un glissement de terrain, une sorte d'avalanche sous-marine, et c'est cette avalanche qui a créé la vague géante. Les glissements de terrain sous-marin se produisent lorsqu'un choc expédie des sédiments, des rochers et de la vase le long de dénivelés sous-marins. Ces glissements déplacent d'importants volumes d'eau qui forment des tsunamis. Kostas Sinolakis insiste sur le fait que le tsunami de Papouasie-Nouvelle-Guinée a apporté la preuve que les glissements de terrain constituent un danger bien plus important que ne le pensaient les scientifiques auparavant. Pour la première fois, nous avons vu ce qu'un glissement de terrain géant peut faire. Il peut créer une vague géante très localisée. Et où qu'elle frappe, le long du littoral, elle submerge tout sur son passage. Ces observations ont amené les scientifiques à réexaminer les risques de tsunami dans le monde entier. Elles suggèrent qu'un important tsunami peut être généré par un séisme violent comme par un séisme modéré. De nombreuses régions côtières sont susceptibles d'être à la merci de dénivelés sous-marins proches de leurs côtes et suffisamment instables pour engendrer des tsunamis. Les scientifiques qualifient ce genre de tsunami surprise, car ils peuvent frapper sans les signes avant-coureurs que fournissent les grands tremblements de terre. Mais pour les tsunamis vraiment surprenants, les scientifiques regardent vers les étoiles plutôt qu'au fond des océans. Aussi peu probable que ce soit, la Terre n'en vit pas moins sous la constante menace d'une chute de météorites. Pas plus tard qu'en 2004, une météorite de 30 mètres de diamètre est passée à 43 000 km de notre planète. Les chances pour qu'une grande météorite vienne s'écraser sur Terre sont minces. Cependant, de nombreux experts pensent que c'est une météorite large de 10 km qui a entraîné la disparition des dinosaures en frappant la péninsule du Yucatan au Mexique il y a 65 millions d'années.
L'impact aurait catapulté une telle quantité de débris dans l'atmosphère que la chaleur émise par le Soleil aurait été bloquée. Les températures auraient chuté et en l'espace de quelques années, la vie végétale aurait disparu, suivie de peu par les dinosaures. Si la météorite géante avait atterri dans la mer, les effets auraient été ressentis dans le monde entier en l'espace de quelques heures. En observant les sédiments du sol marin, nous pouvons voir différentes étapes de l'histoire de notre planète. Là où il y a des particules de poussière de météorites ou des particules de météorites. Pour l'espèce humaine, la chute d'une météorite géante dans la mer est l'un des pires scénarios envisageables. La démonstration effectuée dans la carrière nous permet de voir comment un corps projeté dans l'eau génère une vague. Si une météorite large de 5 km plongeait au milieu de l'Atlantique, des vagues géantes inonderaient de vastes régions de l'Europe et la majeure partie de l'Est des États-Unis, se propageant à travers les terres jusqu'à la chaîne montagneuse des Appalaches. Les chances pour que la Terre soit frappée par une météorite de cette taille sont environ d'1 ou 2 collisions tous les 10 millions d'années. Mais des chutes de météorites plus petites peuvent également engendrer des cataclysmes, et elles sont 2 ou 3 000 fois plus probables. On estime que de telles météorites frappent à quelques milliers d'années d'intervalle. Si une telle collision se produisait dans la mer, elle commencerait par créer un mur d'eau, un éclaboussement géant qui monterait sans doute jusqu'à 300 mètres. Et il y aurait ensuite un tsunami de grande dimension avec des vagues allant jusqu'à 1500 mètres de haut. On peut difficilement imaginer l'ampleur des dégâts qui s'ensuivraient. Une catastrophe de ce genre pourrait faire des millions de victimes. Et comme pour la plupart des tsunamis, les vagues s'abattraient en série, avant que l'eau ne se retire pour retrouver son état initial. Quel que soit l'élément déclencheur des tsunamis, une chose est certaine, ces vagues géantes constituent une menace depuis l'origine de l'homme. Il y a peu à faire contre un tel déchaînement de puissance, si ce n'est fuir ou se réfugier en hauteur. Mais encore faut-il que l'alerte soit donnée pour que l'on sache qu'il faut fuir. Pour prévoir les futurs tsunamis, des scientifiques étudient ce littoral où une île fut partiellement propulsée en hauteur par une incoercible force naturelle. Nous avons vu que des événements exceptionnels, tels que des éruptions volcaniques ou des chutes de météorites, peuvent causer des tsunamis. Mais la plus grande menace réside dans les grands tremblements de terre, fruit des gigantesques mouvements qui se produisent aux frontières des plaques tectoniques continentales. Au lendemain du tsunami de l'océan Indien, certains chercheurs craignent qu'un autre séisme survienne sur la même ligne de faille et fasse naître une nouvelle série de vagues meurtrières. Pour savoir quand les prochains tsunamis risquent d'avoir lieu, les scientifiques doivent découvrir quand se produiront les prochains tremblements de terre. Une des premières étapes est de reconstituer l'historique des tremblements de terre le long de ces côtes. C'est la tâche que s'est fixée Kerry Seeley, professeur de géologie à l'Institut de technologie de Californie. Il étudie les tremblements de terre de Sumatra depuis 10 ans. Quelques jours après le tsunami de 2004, il a fait une incroyable découverte sur l'île de Simelu. Le